Donc, je m'appelle Audrey Richard, je suis dirigeante du cabinet Prévaxio, qui est un cabinet conseil spécialisé en gestion des ressources humaines et en prévention des risques professionnels, et notamment la prévention des risques psychosociaux. L'addiction fait partie souvent des risques psychosociaux. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour parler d'un sujet important et qui n'est pas toujours facile à traiter. Donc on va le balayer assez rapidement. Comme l'a dit Laetitia, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions ou à évoquer une situation problème pour vous. Alors effectivement, c'est bien une obligation de l'employeur. L'employeur a l'obligation d'assurer la santé physique et mentale et la sécurité de chaque travailleur, c'est-à-dire quel que soit le statut, CDD, CDI, alternance, stagiaire de la formation professionnelle, et également les intérimaires. Et cette obligation de sécurité renforcée, elle concerne également la consommation des substances psychoactives. L'employeur doit agir quand un salarié a un comportement anormal ou inadapté, et bien évidemment quand un salarié a une ou des conduites addictives, voire une addiction. Donc cette obligation de sécurité, elle s'impose, il faut pouvoir agir de suite. Les constats en matière d'addiction, c'est que ça reste un sujet peu abordé, souvent tabou dans le milieu professionnel. On ne sait pas toujours comment réagir. Et effectivement, le salarié addict, on le connaît, mais personne n'intervient. Et c'est le seul finalement qui n'est pas concerné par la situation. Donc le collectif de travail a souvent tendance à faire preuve de déni en matière de salariés qui pourraient avoir des problèmes d'addiction. Souvent, les collègues déclarent ne pas se sentir légitimes dans le traitement de la situation et considérer que c'est plutôt à la hiérarchie de le traiter. Or, ça fait partie des obligations, ce qu'on appelle l'obligation de moyens d'un salarié, c'est de pouvoir alerter une situation dangereuse, et notamment quand un salarié serait amené à consommer des substances psychoactives. Très souvent, la ligne managériale est démunie. La ligne managériale, c'est l'ensemble des managers de l'entreprise ou de l'association démunis sur la façon d'agir, la manière de se comporter ou les actions à mettre en place quand on est en présence de salariés qui potentiellement ont une addiction. Et effectivement, ça nécessite pour les managers d'être formés et d'avoir une certaine forme de courage pour traiter la situation et pas la mettre sous le tapis comme c'est souvent le cas. Et ça nécessite forcément une montée en compétences là-dessus. Alors, les principales substances psychoactives, vous les connaissez pour la plupart, le tabac, l'alcool, le cannabis, les opiacés, donc tous les dérivés de l'opium, comme par exemple les antidouleurs, le tramadol par exemple, qui est très très puissant, et les autres drogues, l'héroïne, la cocaïne, de plus en plus les amphétamines, les extasies, et puis toute forme de nouvelles drogues de synthèse qui sont très très puissantes. Dans les substances psychoactives, évidemment, on y retrouve les médicaments, les psychotropes, les anxiolytiques, les antidépresseurs, et puis de plus en plus, en lien notamment avec le stress au travail, les addictions comportementales, les jeux d'argent, les jeux vidéo, les écrans, mais aussi les achats compulsifs, ça c'est assez, ça se déploie. Et puis le sport, où là c'est très prégnant avec la prévention avec l'exposition à du stress ou à des formes de violence au travail. Tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, le travail, on peut être addict au travail. Et d'ailleurs, avec le Covid et le télétravail imposé, on a vu une recrudescence de workaholisme. Le sucre fait partie des substances psychoactives. Et il y a des études en cours d'ailleurs pour montrer un peu la corrélation entre la consommation et puis certaines expositions. Donc on parle d'addiction en cas de consommation occasionnelle ou répétée de substances, bien sûr psychoactives, mais qui sont guidées par un désir compulsif, une dépendance forte. Alors, les signes de consommation de substances, les troubles de l'élocution, des propos incohérents ou répétitifs, des troubles de l'équilibre, une certaine désinhibition, bien sûr une odeur d'haleine alcoolisée,
mais aussi des gestes imprécis, les mains qui tremblent, des pupilles dilatées, les yeux rouges, une certaine somnolence, ou à l'inverse de l'agitation verbale, physique, hein, vraiment on est très agité, une forme de désorientation et parfois de l'agressivité. Hein. Donc ça se repère, ces signaux-là se repèrent. Moi, je vous invite à les formaliser dans le règlement intérieur avec le protocole de traitement de gestion de substances psychoactives. Ce qu'on peut aussi repérer, c'est les conséquences que ça a sur le travail. Donc, le fait d'avoir de plus en plus d'erreurs dans le travail, des malfaçons, des non-conformités, une baisse de motivation aussi, un manque de concentration et de vigilance, une multiplication des absences, des retards, sans forcément de motif légitime. Ça vous parle tout ça ? Des changements d'humeur fréquents, une diminution des relations entre collègues et donc un certain isolement. La personne va s'isoler, mais les collègues vont également l'isoler. C'est un peu le déni dont on parlait tout à l'heure. La négligence de l'hygiène personnelle. Et effectivement, donc, dès lors on peut constater ces signaux-là, il faut pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui en est à l'origine et est-ce que c'est la consommation de substances qui est l'une des causes à l'origine de ces non-conformités au travail. Alors, il peut y en avoir d'autres, mais ce sont les principales. Alors, justement, on le disait juste avant, ces signaux, ça peut apporter une problématique qui est liée à une consommation d'alcool, mais pas que, d'alcool ou de substances psychoactives, d'une manière générale, mais pas que. Il y a un fort lien, une très forte corrélation en fait avec l'usage de substances psychoactives et des conduites addictives et les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est le stress au travail. Donc, quand on est en déséquilibre entre mes contraintes de travail et les ressources, les moyens dont j'ai à ma disposition, et donc notamment le fait d'avoir une forte charge de travail, d'avoir des rythmes, des amplitudes de travail qui sont importants, des délais qui sont contraignants, une certaine insécurité de l'emploi. Donc il y a un certain nombre de facteurs de risque psychosociaux. Il y a 7 grandes familles, là j'en ai cité que quelques-uns. Mais l'exposition au stress d'une manière générale va déclencher chez certaines personnes le fait de compenser pour pouvoir tenir le coup ou pouvoir redescendre en pression, et ça va générer des consommations de substances. Donc le fait aussi d'être exposé à des formes de violence au travail, quand on a des tensions, des conflits avec des collaborateurs ou des membres de l'entreprise, quand on est exposé à des formes de violence dans le cadre de son travail, forcément, à un moment donné, on va chercher à trouver, inconsciemment au départ, on va chercher à compenser. Et donc on va naturellement aller consommer des substances psychoactives, soit pour calmer, soit pour tenir le coup. Donc très forte corrélation entre le fait d'être exposé à du stress au travail ou être exposé à des formes de violence au travail et le recours à des substances psychoactives qui peuvent conduire à aller vers des conduites addictives, et voire l'addiction, puisque l'addiction est une pathologie. C'est chronique. Alors, les actions à mettre en place au sein de l'entreprise, ça semble logique, mais c'est mieux en le disant. Le fait de communiquer régulièrement sur les consommations de substances psychoactives et les conduites addictives à l'ensemble du personnel. Alors, on a très tendance à faire des actions un petit peu isolées, du saupoudrage, et ça ne fonctionne pas. Pour changer les comportements, pour générer des prises de conscience, il faut pouvoir communiquer très régulièrement à l'ensemble du personnel, de différentes manières évidemment, que ce soit par de l'affichage sur les dispositifs d'accompagnement, que ce soit bien sûr les numéros d'aide. Je vous ai mis après l'une des associations qui est spécialisée en addictologie, mais en tout cas d'avoir des actions d'affichage, d'avoir la possibilité de transmettre aux collaborateurs des brochures, de l'information, des conseils, toujours dans la logique
ça existe et je peux me rapprocher d'eux pour qu'on m'aide, en toute discrétion, bien sûr. Le fait de faire des conférences, des webinaires, il y a tout un tas de manières d'aborder le sujet, sont évidemment stigmatisées, et puis faire de l'information pour pouvoir déclencher des prises de conscience de la part de la personne, mais aussi de son environnement. C'est important, puisque la personne qui a une conduite addictive ou qui est addict est dans le déni total, ne veut pas reconnaître qu'il est addict. C'est compliqué pour lui, on va le voir après. Donc, c'est important de mettre en place une culture de la prévention des addictions avec des ateliers de sensibilisation également. Ça peut se faire sous forme de jeux, de mise en situation, d'animation théâtrale. Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est le témoignage de patients experts, c'est-à-dire des personnes qui ont été addictes, qui sont traitées et qui vont parler naturellement de leur addiction. Et ça peut vraiment déclencher des prises de conscience importantes. Le théâtre aussi, c'est une bonne manière d'aborder ce sujet un peu touchy et de le traiter sans stigmatiser qui que ce soit. Un point très important au niveau des RH, c'est d'intégrer la prévention et la gestion des substances psychoactives et des conduites addictives dans le règlement intérieur. De poser, comme on l'a vu tout à l'heure, ce que l'on peut observer, les signaux par rapport à la consommation de substances, mais aussi les signaux par rapport aux conséquences sur le travail, et ensuite de formaliser dans le règlement intérieur qui peut utiliser l'éthylotest, donc comment on utilise l'éthylotest, comment on utilise le test salivaire, qui est habilité à le faire, quelle est la procédure comment s'y prend-on pour faire passer un test. Ça suppose que la personne, la personne peut refuser, mais ça suppose qu'elle est présumée avoir consommé des substances. Il faut pouvoir aussi respecter le principe du contradictoire, c'est-à-dire que si la personne est amenée à faire un éthylotest ou à faire un test salivaire, elle doit pouvoir avoir un moyen de défense, si vous voulez, c'est-à-dire passer elle-même ou repasser dans l'heure qui suit un éthylotest ou un test salivaire pour montrer, pour avoir son point de vue, si vous voulez. Alors, ce qui est important aussi de dire au niveau de l'usage de l'éthylotest ou du test salivaire, c'est que ça ne peut pas permettre de sanctionner la personne. L'usage de l'éthylotest ou du test salivaire, c'est simplement de faire la corrélation entre l'état anormal dans lequel se trouve la personne et la consommation d'alcool ou la consommation de certaines drogues qui ont été détectées par le test salivaire. Ensuite, il faut aussi pouvoir intégrer dans le règlement intérieur tout le protocole, c'est-à-dire à partir de quand et comment on administre les tests, de s'assurer évidemment que ce soit le test salivaire ou l'éthylotest qu'il soit conforme au sens péremption, qui puisse être fiable également. Et puis pour le test, le test salivaire, ça suppose que les personnes qui vont être amenées à administrer le test aux salariés soient formées. Et donc tout ça, ça doit être intégré dans le règlement intérieur ou dans une note de service dédiée pour pouvoir ensuite être appliqué et que ce ne soit pas contestable par la suite, en cas de recours, en cas d'accident du salarié. Un point aussi très important, c'est qu'une fois que ce règlement intérieur il est élaboré, il a été validé par le CSE, le CSE doit évidemment être consulté là-dessus. Ensuite, ça doit être transmis à l'inspection du travail pour être officialisé et donc utilisé. De la même manière, dans le règlement intérieur par rapport au traitement des conduites addictives et des usages de substances psychoactives, c'est de pouvoir
identifier les sanctions, puisque on considère que si la personne est sous l'emprise de consommation qu'elle a consommée durant le travail, on considère qu'elle a mis en place sa responsabilité, puisqu'elle a une obligation de moyens, c'est ne pas se mettre en danger, pas mettre en danger les autres. Du coup, le fait d'avoir consommé avant de venir au travail ou sur le lieu de travail, elle s'est mise délibérément en danger et elle met potentiellement les autres en danger. Donc elle est sanctionnable disciplinairement. Et ça doit figurer dans le règlement intérieur également pour que ce soit applicable et non contestable. Ça va, ça vous parle tout ça ? Et donc le fait, une fois que ce règlement intérieur il est validé, et notamment par rapport à notre sujet, c'est important que ça ne reste pas dans un serveur ou dans un dossier ORH la plupart du temps. C'est important d'informer le personnel, notamment sur ce sujet-là, et sur leur rôle. Je rappelle que chaque salarié a un devoir d'alerte, c'est-à-dire dès lors qu'il constate une situation à risque, une situation de danger, il est tenu d'alerter sa hiérarchie. Ça peut passer par le CSE, ce n'est pas un problème, mais en tout cas, l'employeur doit être informé pour qu'il puisse agir et respecter son obligation de sécurité. Ça va ? Donc, l'une des mesures, c'est d'informer sur le protocole. Ça fait partie des actions de communication à mettre en œuvre pour montrer la culture de prévention qui est mise en place dans l'entreprise sur le sujet. Un autre point important, très souvent qu'on a tendance à décorréler, c'est de diagnostiquer les risques psychosociaux au sein de l'entreprise ou au sein de l'association. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une très forte corrélation entre stress au travail, forme de violence au travail et consommation de substances, et potentiellement conduite addictive, addiction. Donc, au-delà de communiquer et de se mettre au carré sur les règles en vigueur pour traiter ce genre de sujet, c'est aussi de pouvoir aller regarder au travail quels sont les facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire quelles sont les causes à l'origine de stress, y a-t-il des formes de violence au travail dans les différents services, directions de l'entreprise ou de l'association. Et puis, donc, les formes de violence, c'est des incivilités, des humiliations, des brimades, des menaces parfois, du chantage, des punitions. On est très prolixe sur le sujet en tant qu'humain. Et puis évidemment, ça peut aller jusqu'au harcèlement moral ou sexuel. Et donc c'est important de pouvoir identifier ce qui génère du stress au travail et sous quelle forme, avec quelle intensité, quelle gravité. C'est important d'identifier si l'on est en présence de formes de violence et si oui, lesquelles, pour là aussi pouvoir mesurer le niveau de gravité et de fréquence d'exposition. Et puis, bien évidemment, c'est important dans le cas de ce diagnostic de repérer des personnes, des collaborateurs qui seraient fragiles, des personnes qui vont avoir des troubles émotionnels, de l'irritabilité, de l'émotivité, des pleurs, des pertes d'entrain par moment, de la démotivation, une perte d'estime de soi, le fait de craquer parfois auprès d'un collègue ou auprès de la direction. Donc, c'est important de pouvoir repérer ces salariés qui sont fragiles à un certain moment, qui peuvent être en souffrance, troubles émotionnels, mais ça peut aller jusqu'à des troubles anxio-dépressifs, des angoisses, des paniques, des grandes pertes d'entrain, et voire de la dépression. Parce que très souvent, c'est corrélé à l'usage de substances psychoactives, et ça peut conduire il peut y avoir des périodes des conduites addictives. Les personnes qui sont en phase d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle classiquement le burn-out, une personne qui est en épuisement, c'est-à-dire qu'elle va progressivement au-delà de ses limites, donc la balance de stress, c'est l'équilibre entre les contraintes et les ressources. C'est-à-dire par rapport à tout ce que l'on a à faire et tout ce que l'on nous demande de faire, ce que l'on se sent en capacité de faire. Et donc, quand le déséquilibre s'installe, donc c'est ce qu'on appelle le stress professionnel, on va forcément à un moment donné aller chercher
encore une fois, des compensations. Et c'est là où on peut on peut être exposé au sujet. Donc une personne qui est en phase d'épuisement professionnel, sa balance de stress se déséquilibre, elle va souvent beaucoup plus, enfin, elle dépasse ses propres limites, et ce qui fait qu'à un moment donné, elle va manifester un certain nombre de troubles, et notamment, elle va très probablement, consommer des substances. Donc, c'est important de diagnostiquer les risques psychosociaux parce que ça contribue à la gestion à des comportements à risque et notamment l'usage de substances. C'est important de former la ligne managériale. Encore une fois, c'est un sujet un peu tabou, mais il faut pouvoir former les managers à avoir la bonne posture, ce qu'on va voir après, avoir la bonne posture, comprendre surtout comment ça peut survenir, et puis pouvoir traiter, en lien avec les RH, en lien avec le médecin du travail, la difficulté rencontrée par la personne. C'est fondamental. Enfin, je pense que les managers sont vraiment... ça n'est pas une histoire de RH, c'est une histoire de manager. Si les managers sont à l'aise avec le sujet, ils vont pouvoir le traiter, mais ça sous-entend aussi du soutien. C'est-à-dire que parfois, on va avoir tendance à former les managers de direction, les RH, et puis on oublie les managers intermédiaires et de proximité, qui, eux, sont confrontés au jour le jour à des collègues qui pourraient potentiellement avoir une conduite addictive, voire une addiction. Donc, ne pas laisser se débrouiller, finalement, les managers intermédiaires et de proximité. Et parfois, à l'inverse, on a des managers de proximité qui sont formés, qui sont sensibilisés, mais pas la ligne supérieure. Ce qui fait qu'eux, ils essaient d'agir à leur niveau, et puis ils se heurtent à un manque de soutien de la ligne managériale. Donc, c'est vraiment très important sur plein de sujets, mais surtout celui-là, que l'ensemble des managers, que ce soit les managers de direction, les managers intermédiaires, les managers de proximité, soient formés, plus que sensibilisés, formés à la gestion de collaborateurs qui pourraient avoir une conduite, des consommations de substances, quelles qu'elles soient, et donc des conduites addictives. C'est important aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire de one-shot. Le one-shot ou le saupoudrage, ça ne marche pas. Il faut pouvoir instaurer une culture de la prévention des addictions. Et donc, à l'issue des formations des managers, ça peut être intéressant d'organiser des ateliers, d'organiser des conférences. Ces ateliers, ça peut être des ateliers d'analyse de pratique, ça peut être du co-développement entre managers, pour là aussi pouvoir parler de situations que l'on doit traiter avec des collègues, et puis grandir ensemble là-dessus, s'épauler entre pairs sur la manière dont on va gérer ou traiter la situation de tel ou tel collègue en difficulté. Donc, c'est important de communiquer régulièrement, c'est important de former et d'animer cette culture de la prévention des addictions auprès des managers essentiellement. Après... Non, je disais juste que ça pouvait s'appliquer en fait également aux managers et que peut-être pour eux c'était encore plus compliqué d'en parler. D'en parler. Alors, le principe là dans les formations et dans des ateliers d'analyse de pratique, dans des ateliers de co-développement, c'est de traiter la manière dont on peut aborder la situation. Par contre, on essaie de ne pas stigmatiser, c'est-à-dire de ne pas évoquer qu'il s'agit de M. Dupont ou M. Durand. D'accord ? C'est plutôt la conduite à tenir. En fait, on se positionne là, quand on fait ces formations-là ou ces ateliers-là, en mode résolution de problème. On a un problème qui survient, un collaborateur qui consomme de l'héroïne. Quelles en sont les causes ? C'est-à-dire, quelles sont les causes à l'origine de cette consommation d'héroïne ? Quelles en sont les conséquences ? Tous les signaux qu'on a vus tout à l'heure, donc sur la manière de la personne de se comporter ou les incidences que ça a sur le travail. Et ensuite, quelles sont les actions ? Donc, on va pouvoir mesurer le niveau de gravité
le niveau aussi de fréquence de consommation, par exemple. Quelles sont ensuite les actions humaines, techniques, organisationnelles à mettre en place pour traiter le problème? Tout à l'heure, vous disiez effectivement qu'une fois que ça a été constaté, il y a des potentielles sanctions qui peuvent s'appliquer. Mais quelqu'un qui va être informé, formé sur justement le protocole à mettre, qui lui-même est déjà concerné par une addiction, quand il sait qu'il va y avoir sanction derrière, vous voyez, ça n'encourage pas non plus le fait soit de se livrer, ou où est la prévention dans ces cas-là? Le parallèle entre sanction et prévention, je ne sais pas, pour moi c'est un peu... Je pense qu'il faut les deux. Il faut à la fois, on va le voir après, on doit repositionner le cadre, on est dans la sphère professionnelle, le collaborateur il a des droits, mais il a bien sûr des obligations, et ces obligations c'est de respecter, ne pas se mettre en danger, pas mettre en danger les autres, respecter les règles en vigueur au sein de l'entreprise, et notamment celle de ne pas consommer de substances avant de venir au travail, enfin en tout cas être sous l'emprise de substances et se rendre au travail ou consommer durant le travail. Donc il faut à la fois avoir une certaine fermeté sur les règles en vigueur et aussi faire preuve de bienveillance auprès de la personne et chercher toujours à comprendre ce qui se passe. Donc tout l'enjeu, après on va le voir, c'est sur la manière dont on aborde le sujet avec la personne. Toujours avec beaucoup de respect, de tact, de bienveillance. C'est bon là-dessus? Je peux avancer? Donc, je vais y revenir après par rapport à votre question. Donc, que faire quand on constate, on va parler, le Code du travail parle de comportement anormal, d'accord? On ne va pas dire qu'il est bourré, on ne va pas dire qu'il est shooté ou qu'il a consommé de l'alcool. On constate un comportement anormal. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les différents signaux. Donc, évidemment, si on constate qu'il a un comportement anormal qui peut potentiellement le mettre en danger ou mettre en danger les autres, c'est ce que prévoit le règlement intérieur, c'est qu'on va l'empêcher de prendre son poste. C'est-à-dire qu'on le met en sécurité, surtout si le poste est à risque. Il conduit, il utilise des équipements coupants, tranchants, il est exposé, il travaille avec du public, il travaille avec des enfants, bref, tous les postes que l'on repère comme étant avec des niveaux de risque, ou exposition à du risque chimique par exemple. Et donc, s'il y a poste à risque, évidemment, on l'empêche. Et on le met en sécurité. Le mettre en sécurité, ça veut dire qu'on le met dans une salle qui est sécurisée et on ne le laisse pas seul, évidemment. Et ensuite, on va appeler les secours. Pourquoi on appelle les secours? Parce que ça va contribuer à dégager la responsabilité de l'employeur. Si on le laisse dans un coin ou si on le laisse aller sur le poste et puis qu'il se blesse ou qu'il blesse quelqu'un, finalement, l'entreprise, l'employeur engage sa responsabilité, civile et pénale d'ailleurs. Donc, on appelle les secours. Dès lors que les secours l'ont pris en charge, finalement, ce n'est plus de la responsabilité de l'entreprise, de l'employeur. Elle a joué son rôle. La personne, si elle refuse d'être emmenée par les secours, elle fait une décharge, ce qui peut dégager la responsabilité de l'employeur. Surtout, on ne le ramène pas. Ça, c'est souvent un biais qu'on voit, c'est qu'un collègue ou le manager ramène la personne chez elle. S'il y a un accident sur la route, s'il y a un accident au domicile de la personne, on va faire le lien de cause à effet avec l'entreprise, ou l'employeur en tout cas. Donc, on ne le ramène pas, les secours viennent le chercher, ou éventuellement un conjoint, le conjoint ou un parent vient le chercher. Et on va le recevoir dès que possible. Alors le dès que possible, ça va dépendre de la situation. Si la personne est emmenée par les secours, on la recevra à son retour d'arrêt de travail. Et puis aussi, il faut tenir compte, on va le voir tout à l'heure, c'est évidemment si la personne est sous l'emprise à l'instant T, ce n'est pas le moment de la recevoir. Ça risque de ne pas bien se passer. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'une personne qui est addicte
à une ou des substances psychoactives fait preuve de déni. D'accord ? Elle ne veut pas voir. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est simplement un mécanisme de protection. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de reconnaître que je suis malade, que je ne suis pas en capacité de résister à la consommation de certains produits, au fait de faire du sport 5 fois par semaine, au fait de jouer à des jeux, etc. etc. D'accord ? Donc, il faut avoir bien compte que la personne est dans le déni et que elle ne fait... Enfin, vraiment, c'est important dans la posture. Ce n'est pas de la mauvaise foi. OK ? Alors, les bonnes pratiques. Hein. Comment intervenir auprès du salarié donc, qui a un comportement anormal à l'issue, une fois qu'il a été pris en charge, c'est toujours choisir le bon moment et le lieu le plus discret possible, évidemment, justement par rapport à cette liberté de parole ou à la possibilité qu'il ose s'exprimer, il ose dire que ça ne va pas, qu'il ne va pas bien, etc. Donc, c'est important de choisir un lieu discret où il peut se rendre sans avoir l'impression d'être observé. C'est évidemment important de tisser un lien de confiance. Il ne s'exprimera pas s'il n'a pas confiance en la personne. La personne, ça peut être le manager, ça peut être bien sûr un membre des ressources humaines. C'est fondamental de se renseigner au préalable sur les substances consommées. Toujours, voilà, pour s'acculturer de quels sont les effets de l'héroïne, quels sont les effets de la cocaïne, etc., etc., à court terme, à moyen terme, les risques que ça engendre, et donc pour pouvoir comprendre finalement les mécanismes et ce que vit finalement la personne qui consomme telle ou telle substance. C'est important, comme je vous l'ai dit, c'est stérile que de vouloir traiter le sujet au moment où la personne est sous emprise. C'est pas la peine. Et évidemment, donc je l'ai dit, à un endroit discret. Ça, c'est fondamental. Pas de jugement de valeur. On a tous des préjugés sur la consommation d'alcool. C'est mieux, c'est moins, comment dire ça ? C'est mieux vu d'être addict au sport que d'être addict à l'alcool ou aux drogues. Ça, ce sont des préjugés. Et effectivement, j'ai parlé de tabou tout à l'heure, oui, c'est pas facile de reconnaître publiquement qu'on est addict à l'alcool, qu'on est addict au cannabis ou au sexe. C'est plus facile au sport. Mais voilà. Donc il faut faire hyper attention aux préjugés que l'on a tous, qu'on nous a acculturés. Et donc, il faut faire attention au ton qu'on va employer. Bien avoir aussi l'idée qu'il ne faut pas tomber dans les préjugés. Et effectivement, on n'a pas à apporter de jugement. On n'a pas à amener une opinion là-dessus. On doit traiter un problème. Donc, ça, c'est super important. On va se concentrer sur l'analyse des faits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Quelles en sont les conséquences? Et quelles sont les actions à mettre en place pour régler durablement le problème. Et donc, pas de considération morale. Ah, c'est pas bien. Oh, tu devrais pas. Ah oui, mais mon pauvre, c'est moche ce qui t'arrive. Donc, pas de jugement de valeur, pas d'apitoiement. On traite un problème et on s'adresse à la personne avec respect, bienveillance et en écoute active. Donc, on peut formuler son inquiétude sur sa santé, mais sans compassion, sans jugement de valeur. C'est plutôt sur les risques encourus par la personne de sa consommation de substances et sur la nécessité de se soigner. Mais attention, c'est la personne qui choisit de se faire soigner et au moment où elle est prête à se faire soigner. D'accord ? On ne peut pas la contraindre, on ne peut pas lui forcer la main pour simplement l'informer des risques, l'informer de ce qu'on a pu constater et de la nécessité de se soigner. Au regard de ce que vous disiez, sur notamment le fait de replacer les règles, c'est important de le mettre face à
responsabilité ou face à ses actes, hein, de pouvoir constater qu'il y a eu telle et telle dérive, de tel ou tel des retards, des erreurs, le non-respect de la hiérarchie, des abandons de poste éventuellement. Donc il faut le mettre face à ces actes. C'est aussi une manière de prendre conscience des dérives, hein, et que parce que vu qu'il est dans le déni et puis qu'il est dans sa propre sphère, il ne se rend peut-être pas compte que finalement il est en train de dériver complètement. Donc le fait de le mettre face à ces actes, c'est important, mais il faut le faire factuellement, hein. C'est tel jour à telle heure tu as été absent, tel jour à telle heure il s'est passé tel événement. Voilà, on fait des constats. On ne juge pas, on fait des constats, hein. Et plus on est précis, plus on est factuel, plus c'est inopposable quelque part, mais c'est aussi une manière de faire prendre conscience finalement de la gravité de la situation pour la personne et des sanctions auxquelles elle s'expose. C'est logique, hein. Donc c'est aussi bien sûr important de rappeler les règles en vigueur au sein de l'entreprise et de repositionner effectivement le protocole, en tout cas les règles en vigueur dans le cadre des substances psychoactives. Attention aussi aux mots employés, hein, pour ne pas être maladroit, et justement pouvoir permettre à la personne de se sentir suffisamment à l'aise pour en parler. Aujourd'hui ou plus tard, mais en parler en tout cas. Et comme tout sujet, hein, mais celui-là étant particulièrement touchy, c'est aussi de pouvoir bien préparer ça. Plus vous maîtriserez le sujet, que vous avez tous les événements ou les signaux sur lesquels que vous avez pu constater, plus vous pourrez en parler avec la personne et trouver les bons mots, hein, sans jugement de valeur. Voilà, soyez à l'écoute, cherchez à comprendre ce qui se passe, d'où vient le problème, hein. Encore une fois, on traite une situation problème. Qu'est-ce qui a pu contribuer à la survenance de ces usages de substances, de cette addiction, à titre personnel, mais aussi surtout à titre professionnel, hein. On l'a vu tout à l'heure, quels sont les facteurs de stress? Est-il exposé à des facteurs de stress? Est-il exposé à des formes de violence qui ont fait qu'à un moment donné, il en est venu à consommer des substances? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, sans rentrer dans le détail ou dans l'intimité, mais quels sont les événements marquants qui ont contribué à cette consommation de substances? Là, on est dans la sphère personnelle. Si la personne ne veut pas en parler, évidemment, elle n'en parlera pas, hein. C'est son choix. Respecter l'étape où se trouve la personne dans son parcours de prise de conscience, etc., hein. Il ne faut pas s'attendre à un changement radical dans sa manière de penser ou dans son comportement. On est sur des addictions, ça veut dire que la personne ne maîtrise pas, elle n'arrive pas à gérer, c'est plus fort qu'elle. Donc il faut déjà, pour qu'elle envisage de se soigner, qu'elle prenne conscience de la nécessité de se soigner et qu'elle ait envie de changer. Donc c'est sa temporalité, c'est pas la nôtre. Et puis bien sûr, l'orienter vers la médecine du travail. Alors très clairement, la médecine du travail n'est pas toujours au fait de la gestion des conduites addictives ou non pas forcément les spécialistes. Ils peuvent avoir un addictologue dans l'équipe, mais qui n'est pas toujours disponible. Moi, je vous invite plutôt à aller vers des structures qui sont spécialisées dans la gestion des addictions. Donc, l'association Addiction France, elle existe sur tout le territoire, hein. Dans l'Oise, il y a plusieurs sites qui peuvent accueillir vos collaborateurs. Sur Amiens, par exemple, il y a l'association Le Mail qui est très connue, qui est vraiment spécialisée dans le traitement des personnes ayant une addiction. Donc, je pense que c'est intéressant en tant qu'employeur de se mettre en relation avec un de ces centres pour pouvoir identifier comment gérer la situation avec cette personne-là qui a cette problématique-là. Ensuite, quand on reçoit la personne, l'idée c'est que souvent elle ne voit que ou ne voit plus que ce qui ne va pas bien.
et ce qui accroît son mal-être et notamment du coup la consommation. Donc c'est important aussi en termes de posture de voir, de lui rappeler les belles choses de la vie, sa famille, ses amis, ce qu'il aime bien faire, ce qu'il sait bien faire, hein, donc de valoriser la personne et qu'elle ne voit pas que ce qui ne va pas bien ou pourquoi elle est nulle. Hein. Donc c'est important de ramener la personne à des choses positives, de la raccrocher en fait et quelque part de l'inciter à prendre conscience et à se faire soigner. Être patient, hein, effectivement, je vous l'ai dit, il faut respecter la temporalité de la personne. Donc ça veut dire que le fait d'avoir une conversation sur les substances psychoactives, c'est pas facile pour la personne et ça peut générer de la colère, des tensions, des reflux. Et donc il faut aussi pouvoir la mettre suffisamment à l'aise pour qu'elle accepte d'en parler sereinement, encore une fois, sans avoir peur d'être jugée, d'être stigmatisée. Et bon, après, la sanction, elle peut tomber malgré tout. Hein, mais en tout cas, là, l'idée, c'est qu'elle prenne conscience de son addiction, du degré de dépendance dans laquelle elle est à l'instant T, et qu'elle se dise, bon, ok, il va falloir que je fasse quelque chose. Et qu'après, une fois la prise de conscience, c'est vraiment important de ne pas la lâcher pour justement l'amener à pousser la porte d'un centre spécialisé ou d'aller voir un spécialiste. Donc voilà, ne pas se précipiter dans la conversation. Il ne faut pas vouloir aboutir à la fin de l'entretien à « Ok, je m'engage à me soigner, on signe une charte et puis tout va bien ». Je précise juste par rapport au médecin du travail. Le médecin du travail, je ne l'ai vu qu'une fois, a la possibilité de prononcer un avis d'inaptitude temporaire. Vous l'avez vécu ? Moi, j'ai eu la médecine du travail voilà. en ligne. Ils sont pas d'accord pour les mettre en inaptitude. Ah oui. Alors que c'est possible, en tout cas, de mettre en inaptitude temporaire, avec une injonction de soins, en fait, et avec un médecin qui... Enfin, je l'ai vu qu'une fois, mais ce médecin a tenu bon en disant tant que vous ne vous soignez pas, je ne lève pas l'inaptitude. Je vous revois à telle fréquence, et si je constate que ça s'améliore, je lève l'inaptitude. Sinon, je vous maintiens en inaptitude. Moi, j'ai pas eu d'espoir. Non. C'est vraiment parce que les médecins du travail et les services de santé au travail d'une manière générale ne sont pas très à l'aise sur le sujet. Souvent, ça fait partie de leur parcours de formation continue, mais ils ne le font pas forcément. Hein. Il y a beaucoup de préjugés aussi chez les assistants, enfin les infirmiers santé-travail ou certains médecins du travail là-dessus. Moi, on m'a dit que c'était mettre en difficulté que de mettre en inaptitude. Et j'ai répondu que non, parce que l'emploi qu'il occupait était quand même à risque pour lui et pour les autres. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le fait de ne pas agir, en fait, hein, c'est finalement cautionner le comportement à risque de la personne. Hein. Donc, parce qu'il y a ce fameux déni de la personne, mais il y a aussi le déni du collectif de travail. Hein. Donc, le fait de ne pas traiter, finalement, on ne rend pas service à la personne parce qu'elle va continuer, voire ça peut s'aggraver. Et à tout point, hein, au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel. Si ce n'est pas l'inaptitude, ça peut être le licenciement parce qu'à un moment donné, il aura été trop loin dans les non-conformités, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment important de le traiter. Et donc si ce n'est pas le médecin du travail qui joue le jeu, il faut s'orienter vers une association spécialisée qui peut venir aussi, au-delà d'accompagner la personne, qui peut aussi interagir sur de la sensibilisation, de l'acculturation, etc. Et être une aide aussi à l'entreprise ou à l'association. Oui, mais quand il s'est fait sortir justement de cette association qui est à même de l'aider. Après, ça reste son choix. C'est ça le problème. C'est que dans l'entreprise,
ou dans l'association, on est tenu de ne pas le mettre en danger, de ne pas mettre en danger les autres, après, c'est de sa responsabilité. Donc, mettre en place tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est important, mais à un moment donné, on ne peut pas... l'individu en tant que tel, il a sa part de responsabilité et sa marge de manœuvre, en fait. Donc, s'il refuse... Parce que là, on focalise les conversations, elles se passent entre l'employeur ou le manager et le salarié, mais en passant également par peut-être des proches, sa famille, pour... Alors, souvent, les conjoints ou en tout cas les proches, la famille de la personne, très souvent, ils sont eux aussi très démunis par rapport à ça. Parce que comment l'aborder, comment faire prendre conscience, c'est souvent plus facile de faire prendre conscience à quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'à quelqu'un avec qui on a des liens forts, en fait. Donc, après, c'est à la famille, aux proches, de peut-être prendre contact avec ce genre d'association, France Addiction, entre autres, pour justement déjà pouvoir avoir un soutien, parce que c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir un de ses proches addicts. Donc c'est déjà d'avoir une certaine forme de soutien, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir derrière trouver le bon moyen d'aborder la situation avec le proche. Mais on cloisonne bien en fait la sphère privée et la sphère professionnelle. Donc, si le proche ne peut pas faire prendre conscience, de toute façon, au travail, on va devoir agir, puisqu'on engage la responsabilité de l'employeur si on n'agit pas. Donc, tout est toujours une question de curseur. Il y a le respect des règles en vigueur, avec potentiellement des sanctions disciplinaires. Maintenant, au niveau social, c'est comment on met en place une certaine culture de la prévention des addictions, un certain accompagnement des collaborateurs qui pourraient avoir des conduites addictives, et jusqu'où on va. Il est tout à fait possible de financer un accompagnement de la part d'un addictologue, par exemple. Ça, c'est possible. C'est à l'entreprise de dire « je vais jusqu'à ce niveau-là d'accompagnement », après, ça relève de la sphère personnelle de l'individu. D'accord ? Et puis aussi, un dernier point, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut quand même tracer l'accompagnement et pouvoir engager la personne. En respectant bien sûr sa temporalité, en respectant sa capacité à accepter la situation, à avoir des prises de conscience et à vouloir changer, et donc se faire soigner notamment. Mais ça doit être tracé au fil de l'eau au sein de l'entreprise en tout cas. Je suis presque dans les temps. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ça ? Est-ce que c'est suffisamment clair ? Quand tout ça a été fait, en fait, l'accompagnement de la personne, de l'individu, vers les structures adaptées et la prise de conscience, et que cette personne, au bout de quelques mois, ne peut plus aller justement vers ces associations parce qu'il a été sorti. D'accord. Comment se comporter, faire remonter les situations, le manque de se lever pour venir au travail, etc. Le faire remonter, le tracer, comme vous dites. Mais comment se comporter face à ça ? Même si on l'isole, comme vous dites, on prend un rendez-vous avec la RH et la direction, on ne juge pas. Donc, on établit les faits. Très bien. Mais après, que faire ? C'est ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, c'est jusqu'où on va à titre professionnel.
Quelle limite on se fixe? À un moment donné, on ne peut pas non plus l'aider s'il ne veut pas être aidé. Hein. C'est toute la difficulté par rapport à ce genre de comportement. Hein. Donc, faire comprendre qu'il est soutenu, qu'il est accompagné, mais à un moment donné, il faut qu'il ait envie. Et parfois, il est déjà tellement mal qu'il n'a plus la force ou la possibilité de lutter contre ses addictions, en fait. En fait, tout ce que vous avez évoqué, nous, Vous le faites? on l'a fait. Hein. Moi, je l'ai Très bien. accompagné dans tout, hein, médecine du travail, médecin, Sato. Oui. Voilà, il a été reçu par Psychologue ma du travail collègue. également? Oui, Psychologue? médecine du travail, oui. Et Oui, on a fait une en fait psychologue du travail, une psychologue clinicienne au Sato. ou Sato? Mm. D'accord. En fait, j'ai fait les premiers, je l'ai accompagné dans les premiers rendez-vous parce que c'était sa demande. Je lui ai proposé et c'était sa demande parce qu'il était tout seul, il n'avait pas le courage. Et moi-même, ayant travaillé au Sato une année, j'avais quand même les billes repères, pour pouvoir, les ouais. repères, oui, pour pouvoir l'accompagner dans ce sens. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse, en fait. On n'a pas la baguette magique. Hein. À un moment donné, on peut mettre en place un certain nombre de mesures techniques, humaines, organisationnelles, mais si la personne ne peut plus être en capacité d'être accompagnée ou n'est plus en capacité d'interagir sur son problème, en fait, on est coincé, quoi. Ouais. Et là, le risque, c'est que il perd son emploi, et puis que tout s'écroule familialement, socialement, etc. Hein. Mais du coup, nous, en tant qu'employeur, on a aussi cette pression supplémentaire parce qu'on se dit, et lui, même en entretien, quand on le voit et qu'on lui dit, écoute, nous, on a fait notre maximum, là, aujourd'hui, les cartes, c'est toi qui les as, quoi. Ouais. Et il nous dit, oui, je me foutre en l'air. Du coup, on est... il nous dit, en tant qu'employeur, non, mais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai appelé ça socialement, c'est voilà, en tant que humainement, c'est jusqu'où va-t-on en tant qu'employeur pour l'accompagner. Mais à un moment donné, encore une fois, il faut clarifier le périmètre de responsabilité professionnelle, quoi. Et quand vous dites il faut le recevoir quand il n'est pas en consommation, mais s'il n'est pas en consommation, parce qu'il consomme quand même des substances qui sont bien élevées, hein, héroïne et cocaïne, hein, on ne peut pas le recevoir quand il n'est pas en consommation parce que il a pas de moyens, il ne peut pas se lever. Voilà, il ne peut pas se lever, c'est clair. Donc comment traiter aussi la chose parce qu'il est toujours en addiction en fait. Oui. Ou dans des moments où il est peut-être un peu moins chargé entre guillemets que. En fait, il n'y a qu'à ce moment-là. Ouais, mais il est plus. Oui, tout à fait. Il est plus. C'est compliqué. On est une association où on travaille que de l'insertion. Non, la famille, il a que sa grand-mère, mais qui est très très âgée. Ouais, oui, c'est probablement l'un des facteurs. Du côté personnel. Oui. C'est les fréquentations, le lieu d'habitation. Malheureusement, nous sommes. Alors, un point aussi important, hein, j'ai fait la corrélation entre exposition au stress, aux violences au travail, mais évidemment, quand on a eu des moments de vie très très difficiles, forcément, ça favorise la consommation de substances psychoactives, c'est évident. Hein, c'est évident. Et voilà, c'est jusqu'où vous allez par rapport à l'accompagnement de ce salarié-là. Mais vous ne pouvez pas non plus le faire à sa place ou le déborder sur la sphère privée. Et après, il a essayé plusieurs centres. Alors, il a essayé un centre. Donc, en l'accompagnant, il a tenu 2 ans, hein, quand même, faut le dire. Hein, régulièrement, on discutait, il venait me voir pour discuter de son addiction. Hein, je lui disais que c'était bien, qu'il allait avancer, etc. Et il a rechuté, malheureusement. Et en fait, moi, j'ai vu son comportement changer
au fil du temps, hein, je connaissais un petit peu ce comportement. Et je l'ai amené à ce qu'il me dise, lui, qu'il avait reconsommé. C'est pas moi qui lui ai dit, écoute, je pense que tu as reconsommé. Enfin, je l'ai amené tout doucement, voilà. Mais c'était quand même un risque pour l'employeur, parce qu'il travaillait quand même dans mon service. Ouais. Et quand il a effectivement dit qu'il reconsommait et ses absences se répétaient, là, j'ai envoyé des mails et on a fait ce qu'il fallait, ce que vous avez dit en fait. Hein. Nous, tout ce que vous avez énuméré, on l'a fait. Très bien. Et là, on est... Ouais, non, mais encore une fois. On est au hein. bout. Ouais. D'autres questions, remarques? Est-ce que c'est clair là-dessus, sur la posture, sur les actions à mettre en place? C'est bon pour vous? Bien, mais écoutez, j'espère vous avoir été utile. Merci à vous.